Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Boko Haram multiplie les attaques à Maiduguri au Nigeria. La capitale de l'État de Borno est régulièrement ciblée depuis la prise de fonction du président Muhammadu Buhari. Reprise du rapatriement des réfugiés en Côte d'Ivoire, l'opération était à l'arrêt depuis quelques mois en raison de l'épidémie d'Ebola. Et puis une diversification de l'économie, voilà la réponse du gouvernement équato-guinéen pour sortir de la récession économique. Les détails dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, arrêté le 20 juin dernier à Londres, le général Karenzi Karake, chef des services de renseignement rwandais, doit être à nouveau présenté ce jeudi devant la justice britannique. Il est entre autres soupçonné par la justice espagnole d'avoir une responsabilité dans la mort de 9 Espagnols au Rwanda en 1997. Quelques centaines de Rwandais se sont rassemblés ce mercredi devant l'ambassade britannique à Kigali pour protester contre son arrestation. C'est en pleine heure de pointe et au centre-ville de Maiduguri, au Nigeria, que Boko Haram a perpétré un nouvel attentat le week-end dernier. Le bilan s'élève à une vingtaine de victimes. Le point tout de suite avec Arwa Barkala. La capitale de l'État de Borno, Maiduguri, ciblée par Boko Haram. Un double attentat a frappé le cœur de la ville à une heure de haute fréquentation le week-end dernier. Le nombre de victimes n'a pas encore été communiqué et bien avant cette nouvelle attaque, le président Muhammadu Buhari avait fait part de sa volonté de décentraliser le centre névralgique de sécurité du pays. Nos forces de sécurité ont accompli des progrès ces dernières semaines, mais la victoire n'est pas possible en conservant un centre de commandement et de contrôle à Abuja. Maiduguri, située dans l'état de Borno, est la ville qui a vu naître le mouvement islamiste Boko Haram, fondé en 2002 par Mohamed Youssouf. L'installation effective du centre de commandement du Nigeria dans cette ville symbole est vécue comme un véritable camouflet pour le groupe terroriste au passif sectaire bien plus ancien. Maiduguri, c'est le fief historique, c'est le berceau de Boko Haram, qui s'appelait à l'époque, qui était né sous le nom de la secte de Maïtatine. Il y avait d'ailleurs de Maiduguri, mais ça se faisait vers le nord Cameroun, dans un petit bled qu'on appelle Maïkari, que c'était on appelait Ndolé. C'était vers la fin des années 70. Cheikhou Shagari avait essayé de les combattre, de les convaincre de cesser leur manœuvre. Et comme il s'était entêté, Cheikhou Shagari avait pris une décision assez brutale. Il avait fait passer les haut-parleurs dans la ville, dans les quartiers où ils étaient implantés à Maiduguri. Et il avait donné 10 jours aux gens pour dégager. Et au bout de 10 jours, il a fait passer l'aviation à Razmot. Bon, il y a eu au minimum 2000 morts à l'époque. 15 jours après le double attentat perpétré à Djamena, ayant fait 23 morts et 101 blessés, la nébuleuse s'attaque à plusieurs fronts. Les experts s'accordent à dire que cette nouvelle stratégie de provocation et de guerre psychologique trahit en réalité la faiblesse d'un mouvement en perte de vigueur du fait des nombreux revers qu'a subi le groupe terroriste. 4 jours après la journée mondiale pour les réfugiés, la Côte d'Ivoire veut rapatrier ses citoyens ayant fui les violences post-électorales de 2011. La majorité d'entre eux se trouve actuellement au Libéria. Arwa Barkala. Ils sont encore 58 000 Ivoiriens à vivre en tant que réfugiés depuis les violences post-électorales qui ont émaillé les bords de la lagune Ébrié voilà 5 ans. D'après le Haut-Commissariat aux réfugiés, le plus grand nombre de réfugiés se trouve au Libéria voisin. Leur nombre est estimé à 38 000. L'enjeu est de pouvoir rassurer les réfugiés une fois la mère patrie regagnée. Ensemble, nous témoignons de la nécessaire détermination politique et sociale pouvant changer le cours de milliers de vies et infléchir la tendance vers l'extrême précarité, la discrimination et l'inclusion sociale. Si le gouvernement du président Alassane Ouattara communique sur ses efforts pour rapatrier ses concitoyens, l'opposition reste alerte quant à la sécurité des personnes rapatriées et particulièrement celle des partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le gouvernement actuel ne fait pas de la réconciliation une priorité. C'est souvent toutefois que nous avons entendu dire que cela se fera avec le temps, sans compter que nous faisons tout de notre côté pour les amener justement à comprendre qu'un des éléments essentiels du développement, c'est la paix entre les peuples qui vivent sur le même sol. Près de 300 000 Ivoiriens avaient quitté le pays et trouvé refuge dans les pays limitrophes lors de la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011, qui a officiellement fait 3 000 morts.
Selon les données officielles du HCR, 12 000 réfugiés ont regagné les terres ivoiriennes depuis la campagne de rapatriement lancée par les autorités de Yamoussoukro. Et parallèlement, l'opération de désarmement des anciens combattants a officiellement pris fin dans le pays. En 3 ans, près de 55 000 d'entre eux ont été réinsérés dans la société ivoirienne. Il s'agit toutefois d'une annonce symbolique puisque l'ADDR continue d'enrôler les volontaires jusqu'au 30 juin. Une cellule de coordination, de suivi et de réinsertion a été créée ce mercredi par décret gouvernemental et prendra par ailleurs le relais immédiatement de l'ADDR. L'économie burundaise est en berne depuis le début de la crise provoquée par la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Les activités tournent au ralenti à Bujumbura, la capitale. Fermeture de magasins, manque de devises étrangères, les conséquences pourraient être lourdes. Le point tout de suite avec Deogracias Podo. Le Burundi, à quelques jours de la tenue des législatives prévues pour le 29 juin, demeure sous tension. Les activités semblent paralysées, notamment à Bujumbura, la capitale, toujours sous surveillance policière. Une paralysie aussi ressentie dans l'économie. La plupart des activités tournent au ralenti. Mes ventes ont diminué ces derniers temps. C'est ici que nous venons tenter d'écouler nos produits, mais nous n'obtenons presque rien. Les gens n'achètent pas, nous exposons nos produits et nous rentrons bredouille. Je ne gagne pas d'argent, mais je reçois seulement ce qu'il faut pour manger. Je vendais des caisses de bière. Maintenant, je ne vends qu'une caisse pour avoir un peu d'argent pour me nourrir. C'est fini. Il n'y a plus de clients ici. Après 13 ans de guerre civile, le pays tente toujours de se relever. Bujumbura dépend essentiellement de l'aide extérieure et des importations, sauf que cette situation risque de s'aggraver selon certains analystes. Certains secteurs sont touchés que d'autres. On voit maintenant au niveau hôtelier. Mais si vous décomposez les recettes de l'État, ça provient plus des recettes des produits qu'on voit alimentaires, les produits de la braderie, la télécommunication, le carburant, tout ce qui est importé. C'est là où provient normalement l'essentiel des recettes. Donc si ces secteurs-là sont touchés, le commerce extérieur, mais aussi le commerce intérieur, et je pense que l'économie est touchée dans son fort intérieur. Le Burundi est plongé dans une grave crise politique qui a fait de nombreuses victimes. Les Nations Unies, à travers le Sénégalais Abdoulaye Bathily, nouveau médiateur, ont repris mardi 23 juin à Bujumbura le dialogue en présence de la société civile, de l'opposition et des chefs religieux du pays, mais en l'absence notable du camp présidentiel. Quant au calendrier électoral, les élections communales et législatives sont prévues pour le 29 juin et les élections présidentielles auront lieu le 15 juillet 2015. Fortement dépendante de la production d'hydrocarbures, l'économie équato-guinéenne est entrée dans une phase de récession économique en 2013 suite à la baisse de sa production de gaz et de pétrole. Pour inverser la tendance, les autorités misent désormais sur la diversification de l'économie. Explication avec Arwa Barkala. La Guinée équatoriale face à de nouveaux défis économiques. Le pays traverse depuis 2013 une phase de récession économique suite à la baisse de ses recettes pétrolières, la chute du cours du pétrole, ainsi que des gisements arrivant bientôt à maturité en sont la principale cause. L'État se tourne désormais vers une diversification de ses sources de revenus. Lorsqu'un État ne diversifie pas son économie et donc n'a pas différents leviers de ressources, il se retrouve dans une situation où il est totalement dépendant des marchés et notamment dans le cas de la Guinée équatoriale, des marchés pétroliers. Il faut donc arriver pour la Guinée équatoriale à diversifier l'économie en utilisant les différentes ressources et les différentes potentialités de ce pays qui bénéficie d'une extraordinaire diversité. Soucieux de rendre la croissance inclusive, le gouvernement équato-guinéen a élaboré un plan national de développement économique et social visant à faire de la Guinée équatoriale une économie émergente en 2020. La première phase de ce plan, lancée en 2008, était centrée sur le développement des infrastructures de transport, du réseau électrique et des bâtiments publics, et la seconde, amorcée en 2013, prévoit de maintenir le niveau élevé d'investissement public dans le domaine des infrastructures tout en ciblant le développement des secteurs prioritaires qui sont potentiellement créateurs d'emplois. Il faut utiliser le levier du tourisme qui permettrait au pays d'engorger un certain nombre de ressources. Utiliser la façade portuaire et maritime de ce pays de façon à faire en sorte que la Guinée équatoriale soit un débouché pour les pays de l'Interland d'Afrique centrale comme le Tchad et la République centrafricaine. Et puis il faut surtout continuer d'encourager ce qu'on appelle la matière grise qui permettrait de former des gens de qualité qui pourraient, par leur innovation et par leur qualité,
tirer l'économie de la Guinée équatoriale vers le haut. L'année 2014 a été marquée par la tenue en février à Malabo, la capitale équato-guinéenne, du Forum Guinée équatoriale émergente. Cet événement témoin de la volonté affichée par les autorités équato-guinéennes de diversifier l'économie, a attiré près de 300 investisseurs étrangers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.